Eh bien, bonjour à nouveau, bon matin, bonsoir. Nous voici de retour pour la deuxième conférence de la journée en direct de Genève, dont la thématique est décoloniser les corps, libérer les voix, centrer les marges. Je vais passer la parole à Marianne Schbat et à Shamindra Vera Vardana. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Avant de débuter, Shamindra et moi allons prendre quelques minutes pour nous présenter, notamment afin que vous sachiez davantage qui nous sommes et nous permettre aussi de faire des liens avec les postures que nous souhaitons mettre de l'avant dans le cadre de cette rencontre et de cet échange. Donc, je m'appelle Marianne Schpat, je suis sociologue. Je suis présentement chercheuse postdoctorale à l'Université du Québec en Outaouais dans le cadre du projet partenarial Sa vie LGBTQ+, qui se penche sur les expériences d'inclusion et d'exclusion vécues par les communautés LGBTQ+, au Québec. J'ai mené et j'ai été impliquée dans diverses recherches dans les 10 dernières années, notamment une première recherche que j'avais menée sur l'expérience des personnes LGBTQ+, d'origine libanaise et qui vivaient en contexte diasporique à Montréal. Étant moi-même une personne lesbienne et ayant vécu l'immigration de par mes parents, qui sont tous les deux issus du Moyen-Orient, j'ai longtemps cherché dans ma vie des repères identitaires, des façons de pouvoir parler de qui j'étais sans avoir à choisir ou dissimuler des parties de ce qui me constituait. J'ai grandi à Montréal dans une grande famille de classe moyenne avec des parents arabophones qui rêvaient tous les deux de nouveaux horizons. Le Canada était pour eux une terre qui semblait accueillante et ouverte, comme on l'entend si souvent ici, à la diversité. Cependant, en grandissant, j'ai souvent et longtemps senti qu'il était mieux pour moi de camoufler mes origines. Je ne me reconnaissais pas parmi mes amis, l'école, la télévision, dans ce qu'on m'apprenait. Je voulais tellement être une des leurs, mais cela impliquait, parfois de façon implicite, parfois de façon explicite, que je me blanchisse, que je parle un québécois qui me rallie aux côtés des dominants, que je dissimule mes grands-parents allophones et religieux, que je me revendique à un nationalisme que je ne comprenais pas vraiment. Bref, j'ai intégré à grande gorgée un discours colonial et orientaliste que Shamindra et moi allons tenter de décortiquer aujourd'hui avec vous. J'ai ingéré très jeune à mon issue une haine de moi, une haine de mes parents, de mes racines, de ma langue, par peur d'être rejetée dans ce pays qui, malgré l'appel à l'ouverture, me rappelait que j'étais différente et surtout que cette différence était associée à de la méfiance, à un manque de civilité et à un danger pour moi en tant que femme, mais aussi en tant que lesbienne. Puis un jour, par pur hasard, j'ai entendu Fayrouz dans une soirée LGBTQ. C'était le début des années 2000. Pendant un instant, je le croyais rêver. Deux mondes que j'avais toujours conçus comme irréconciliables se croisaient. J'ai compris que dans cette fête, il y avait aussi des personnes libanaises. On m'a alors parlé de Helem, qui était une nouvelle association qui tentait de nous donner un espace pour nous, les queers arabes. Quand je me raconte, je comprends maintenant que ce moment a été un des plus importants dans ma vie. Le moment où j'ai compris que je pouvais me poser et exister dans toutes mes ambiguïtés et mes questionnements identitaires avec d'autres personnes qui partageaient aussi cet isolement, cette lassitude. Ce moment m'a propulsée vers des études, vers la rencontre d'autres communautés LGBTQ+, qui vivent elles aussi de plein fouet la violence du colonialisme, du racisme et de l'islamophobie, pour ne nommer que cela. En allant à la rencontre des autres, j'ai été aussi à ma rencontre. Et si j'ai à vous dire qui je suis ce matin, ici, ou cet après-midi chez vous, c'est surtout ça que j'aimerais vous dire. C'est que les quelques recherches que j'ai menées auprès des communautés LGBTQ+, racisées et ou migrantes, et provenant des pays du Sud global, que j'ai eu la chance de mettre en place
m'ont profondément réconciliée avec qui j'étais et m'ont insufflé le désir de militer à ma façon, avec mes positionnements et mon histoire pour une meilleure justice sociale. Le milieu universitaire a été pour moi une grande source de libération. Non pas parce qu'il est exempt d'oppression, loin de là. Le milieu académique est lui aussi un milieu à décoloniser, et nous y reviendrons, Chamindra et moi. Mais mon travail, mon identité de chercheuse, qui tente de réfléchir aux différents mécanismes et aux discours coloniaux qui reconduisent les inégalités et qui touchent notamment les communautés LGBTQ+, racisées, migrantes, m'a aussi permis d'aller de l'avant et de donner un sens à ma vie. Aujourd'hui, je suis chercheuse. J'ai la chance de pouvoir travailler avec des personnes LGBTQ+, qui sont aussi des personnes racisées, des personnes migrantes, des personnes réfugiées. J'ai un privilège énorme, celui de ne pas être dans l'urgence de survivre. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de partager avec Dr. Chamindra Vivawardana des réflexions sur les théorisations qui sont au cœur de notre travail. Je souhaite donc réfléchir avec elle, mais aussi avec vous, sur l'impact du colonialisme et sur les façons dont les postures décoloniales et intersectionnelles peuvent aussi être des réponses à une meilleure justice sociale. Chamindra, c'est à toi. Merci, Marianne. Ayubowan, Elarakum Wanakam, chers collègues, chers amis qui nous rejoignent de partout au monde, mesdames et messieurs les ambassadeurs, les officiers des Nations Unies qui nous rejoignent depuis Genève. Et puis, donc, je m'appelle Chamindra Vivawardana et ce matin, je vous rejoins depuis les territoires souverains des peuples Lekwungen et des peuples Songhees, Esquimalt et Osanek dans la côte ouest de l'île de la Tortue. Et donc, je suis originaire des hauts plateaux centraux du Sri Lanka et je suis militante pour les droits humains. Pour commencer. Ensuite, également, je suis politologue et analyste politique. Et puis, mes travaux de recherche se focalisent sur les questions politiques des sociétés divisées, profondément divisées par les questions de conflits prolongés, ethno-nationaux, et également sur ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler des relations internationales féministes, et j'ajouterai un adjectif à la fin, des relations internationales féministes intersectionnelles, et également ce que j'appellerais les politiques de genre, les politiques au pluriel, ou en anglais gender politics. Donc actuellement, j'occupe les fonctions de consultante principale dans le programme GIESC à ILGA World à Genève. Et puis également, je continue mes activités scientifiques et je travaille sur mon deuxième ouvrage qui se porte sur une perspective féministe intersectionnelle de la justice reproductive. Et puis, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et en tant que militante pour les droits humains, militante dans le secteur SOGIESC et également en tant que membre du comité consultatif de la conférence d'Égypte et également étant quelqu'un qui a toujours eu un rapport très proche avec Montréal International et Égide. C'est un grand plaisir de partager cet espace avec vous. Et je passe la parole à Marianne. Merci, Chamindra. Avant de poursuivre cette conférence sur les approches décoloniales et intersectionnelles, Chamindra et moi tenons vraiment à prendre un moment pour reconnaître, comme elle l'a déjà dit, que nous nous trouvons, moi et elle, sur des territoires autochtones non cédés. Donc, nous nous retrouvons présentement toutes les deux sur l'île de la Tortue, qui est aussi appelée le Canada depuis la colonisation. Et il semble impossible pour nous de faire une présentation sur des enjeux décoloniaux et de ne pas aborder les violences qu'on subit et que continuent de subir les peuples et les nations autochtones fondatrices de ce pays. Je me trouve actuellement sur le territoire non cédé Mohawk, Tiohtià:ke, aussi connu comme étant Montréal.
Et dans les dernières semaines, les autorités ont découvert des tombes de plus de 1000 enfants autochtones qui avaient été portés disparus depuis l'époque des pensionnats, et de la rafle des années 60. Et ces tombes ont été retrouvées sur les sites même des écoles dans différentes provinces du pays. Donc, nous nous trouvons toutes les deux dans un pays qui a été lui-même construit sur un lourd passé colonial. Je laisse Shamindra poursuivre un peu notre réflexion sur cette reconnaissance des territoires. Merci Marianne. Donc, chers amis, chers collègues, comme vient d'expliquer Marianne, dans le pays où nous nous trouvons, Marianne et moi, nous traversons une période difficile, une période de deuil, profond qui concerne en particulier les propriétaires de ces terres, les peuples indigènes de ces terres. Et comme je viens de l'indiquer auparavant, je vous rejoins aujourd'hui depuis les territoires souverains et non cédés des peuples Lekwungen et des peuples Songhees, Esquimalt et Wasanek dans la côte ouest de l'île de la Tortue, donc ce qui est aussi nommé Colombie-Britannique et l'île de Vancouver. Et bien, comme vient d'expliquer Marianne, ce qui s'est passé dans ces territoires durant de longues années, c'était un véritable génocide, il faut le nommer comme il le faut. Et c'est un des génocides bien plus culturels qu'ont subi les communautés autochtones et qu'il est essentiel de le nommer et de le reconnaître. Donc demain, le 1er juillet, marquera la fête de la Confédération canadienne, donc ce qu'on appelle aussi Fête du Canada ou en anglais Canada Day. Et bien, plusieurs manifestations et oppositions sont en cours en ce moment afin que les festivités de cette fête colonialiste soient annulées ou bien qu'on commémore la fête du Canada en tant qu'une journée de deuil, une journée dévouée à comprendre et à apprendre à propos de ce qui s'est passé dans ce pays pendant de longues années. Et ben, donc nous commençons donc notre présentation en prenant un moment pour reconnaître, bien reconnaître les violences indescriptibles qu'ont subi ces peuples fondateurs et surtout pour leur témoigner en tant que personnes qui sont en visite chez eux, en tant que personnes qui étaient venues d'ailleurs chez eux, leur témoigner notre plus grande solidarité et de soutien. Et en tant que personnes issues de l'immigration, nous considérons toutes les deux, Marianne et moi, qu'il est dans notre plus grande volonté de soutenir les communautés autochtones, particulièrement en ce moment dans le contexte de notre conférence. Ces reconnaissances ne sont en rien instrumentales. Elles sont au contraire au fondement des postures décoloniales et intersectionnelles et féministes intersectionnelles qu'on tente de développer lors de notre conférence aujourd'hui et nous ramène à l'importance de reconnaître d'où nous venons afin de mieux enraciner et de réfléchir aussi vers où nous allons. C'est-à-dire que, chers amis, chers collègues, Édouard Glissant, lui, il dit à un moment donné qu'il faut connaître son histoire pour pouvoir s'en décharger. Lorsqu'on ne connaît pas son histoire, donc Édouard le dit à propos de ses terres natales, des Antilles dites françaises, et ben, s'il y a des lacunes dans la façon dont on connaît notre histoire, ici dans le cas de l'île de la Tortue, dans le cas du Canada, s'il y a des lacunes dans la façon dont on comprend, dans la façon dont on comprenne l'histoire de ce pays, eh ben, ça nous pose un grand problème. Ça nous rend incapables de pouvoir s'en décharger. Et ben, l'importance aujourd'hui et demain, surtout au niveau de la journée du Canada ou la fête du Canada, et ben, cette fête, qu'elle soit un moment pour vraiment faire un effort collectif de connaître, de reconnaître, de revisiter l'histoire de ce pays pour pouvoir éventuellement
comme disait Edouard, pour s'en décharger. Et je passe la parole à Marianne. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre juste 1 ou 2 minutes pour vous présenter notre plan de présentation. Donc, pour vraiment bénéficier du temps qu'on nous a accordé, Chamindra et moi allons discuter, continuer cette discussion environ pour 45 minutes. 45-50 minutes. Donc, on va vous présenter les postures qui sont au cœur de notre militance, de notre travail, donc les approches décoloniales et intersectionnelles. Et on souhaite garder les 30 dernières minutes pour établir un dialogue avec vous et bien sûr recevoir vos questions. Donc, il y a 2 objectifs principaux à cette conférence. Ils se concentrent essentiellement autour de ces points. Premièrement, définir l'approche décoloniale et l'approche intersectionnelle et mettre de l'avant leur importance pour nos communautés et soulever les questions et les angles morts en lien avec ces approches, mais aussi en lien avec leur application. Donc, on souhaite réfléchir aux limites structurelles, organisationnelles et aux limites individuelles qui nous empêchent parfois de mettre en pratique ces approches dans nos contextes respectifs. On aimerait aussi dire que préparer cette conférence pour Charmindra et moi nous a apporté à réfléchir à nos propres compréhensions de ce qui est considéré comme décolonial et de sa mise en application dans la vraie vie, pas seulement dans les milieux académiques. Donc, afin que la conférence soit accessible à nos communautés, on souhaite qu'elle ne soit pas seulement réservée, bien sûr, aux académiciens et aux universitaires Bac+5, mais véritablement à une plus vaste audience internationale. C'est notre souhait. Cette posture d'accessibilité se veut aussi cohérente avec les fondements de ces approches critiques qui doivent nécessairement trouver une raison dans la pratique, une raison d'être dans la pratique. Donc, en fait, on pourrait même se demander en amont à cette présentation à quoi servent réellement ces approches si elles restent que théoriques ou que pour les milieux académiques. Donc, je vais laisser la parole à Chamindra qui va déjà dans un premier temps définir ce que nous entendons par l'approche décoloniale. Merci Marianne. Donc, chers collègues, chers amis, pour commencer cette partie, on peut commencer en abordant d'abord le mot décolonial. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par décolonial? Eh bien, décolonisation, les approches décoloniales sont les termes qui sont assez mal compris dans le secteur académique et également dans le secteur activiste. Et on nous pose souvent la question comme quoi, pourquoi parler de ces points-là, pourquoi parler décolonial lorsqu'il s'agit d'un plaidoyer pour les droits LGBT. Donc, la réponse se trouve, nous tâcherons à vous partager certaines idées qui constitueraient d'une réponse à ce genre d'interrogation. Eh bien, pour rester dans le simple, pour communiquer de façon tout simple, la définition du mot décolonial, notre définition à nous, à Marianne et moi, vient directement des communautés autochtones, non seulement de l'île de la Tortue, mais également des îles du Pacifique, d'Aotearoa, des territoires indigènes que l'on connaît sous le nom d'Australie et d'autres communautés indigènes de par le monde. Eh bien, le mot décolonial, ça veut dire, nous le comprenons en tant qu'un effort pour remettre en question ou de démanteler ou de détruire les structures oppressives qui nous entourent. Donc, s'il y a une structure qui est au cœur des marginalisations systémiques, s'il y a des structures financières ou des structures gouvernementales qui systématiquement qui marginalisent les communautés minoritaires, il faut les remettre en question. Et puis également,
le travail décolonial, ce qu'on entend par le travail, une approche décoloniale, ça veut dire une approche qui se focalise sur un travail individuel et un travail collectif, qui vise à rendre notre société plus égalitaire, humaine et inclusive. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de décolonial, rendre notre société plus égalitaire, plus humaine, plus inclusive, plus respectueux envers les minorités, plus respectueux envers les peuples indigènes, plus respectueux envers les différentes traditions de production de savoir, et une société plus égalitaire sur le plan économique. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle du mot décolonial. Également, on a parlé du décolonial. Je voulais également faire référence au mot colonialité, en anglais coloniality, qui est un mot un concept qui a été développé par le chercheur et politologue, le professeur Walter Mignolo. Sans lui, le terme la colonialité, c'est le côté le plus sombre de la modernité occidentale, et je le cite, une matrice complexe de pouvoir qui a été créée et contrôlée par les hommes, je dis bien les hommes, et les institutions occidentaux depuis la Renaissance, lorsqu'elles étaient animées par la théologie chrétienne jusqu'à la fin du XXe siècle, et dans les années qui suivent, les dictats du néolibéralisme. Donc, colonialité, en fait, pour résumer, c'est un concept qui englobe les injustices, les discriminations systémiques qui nous entourent dans notre société. Et décolonial, une approche décoloniale, ça veut dire une approche qui tente de comprendre que ces problèmes existent tout d'abord et qui cherche à trouver des stratégies qui nous permettront de faire une différence, de combattre les discriminations systémiques qui nous entourent et de rendre notre société plus égalitaire, plus humaine, plus inclusive qu'on l'a trouvé au début de notre plaidoyer activiste ou bien au début de notre travail universitaire. Donc, en ce qui concerne également la production des savoirs, il existe une longue tradition eurocentrée ou eurocentrique qui est largement perçue comme unique statu quo, c'est-à-dire que les savoirs qui sont en provenance de l'Europe occidentale ou bien de l'Amérique du Nord bien coloniale, a longtemps été considéré comme le statu quo, alors que dans le monde, il existe des différentes traditions de savoir et des productions de savoir, de knowledge production. Et bien, il est essentiel de reconnaître leur existence et de faire de notre mieux pour apprendre de ces traditions, pour les respecter, pour ouvrir nos yeux à propos de la richesse de ces différentes traditions de production de savoir. Donc ça aussi, c'est un élément clé des approches décoloniales. Donc, cette focalisation sur les différents modes de production de savoir, différentes traditions de production de savoir, c'est quelque chose qui enrichit largement nos plaidoyers activistes en tant que militants et militantes pour les droits de la personne, et également en tant qu'universitaire, en tant que chercheuse et chercheurs, et en tant que personnes en tant que des citoyennes et citoyens qui ont pour l'objectif l'idée de rendre nos sociétés plus égalitaires, plus respectueux des droits humains. Donc, l'idée, on peut aussi ajouter l'idée du professeur Paulo Wangula, l'idée d'une pluriversité. Lui, il parle non d'une université, mais d'une pluriversité où on peut reconnaître, respecter et d'apprendre des traditions de savoir traditions pluriversales de savoir. Donc, c'est vraiment ce genre d'idée de pluralité, du respect, de la reconnaissance
des traditions différentes et de la volonté de transformer de façon positive nos sociétés, de ces idées-là qu'on parle lorsqu'on dit décolonial. D'où l'importance de ce concept décolonial pour tout ce qu'on fait dans le cadre de nos engagements activistes et nos engagements académiques également, je dirais, de nos engagements politiques. Je passe la parole à Marianne pour aller vers la deuxième partie de cette section sur les féminismes intersectionnels. Merci beaucoup, Chamindra. Chamindra nous a bien expliqué ce qu'on entend par approche décoloniale. Je vais à mon tour tenter de vous expliquer une autre approche qui est vraiment au cœur de nos travaux, de notre militance, c'est l'approche intersectionnelle. Donc, en nous appuyant bien évidemment sur les travaux et les réflexions de plusieurs féministes noires comme Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, qui ont participé à la genèse de cette approche. Nous concevons l'intersectionnalité comme une lentille théorique, mais aussi comme une pratique. Développée vers la fin des années 70 par des militantes et des académiciennes féministes, lesbiennes, noires et ou latinex, cette perspective cherche à mieux comprendre le vécu des personnes qui sont multimarginalisées. En fait, les réflexions théoriques et pratiques qui ont donné naissance à cette approche ont émergé du refus ou de l'impossibilité d'être réduit à une seule facette identitaire. Concrètement, est-ce qu'on peut vraiment choisir entre le fait d'être racisé, d'être une femme et d'être lesbienne, par exemple? Longtemps, les mouvements de lutte contre les inégalités ont été pensés en vase clos. Par exemple, la lutte pour les droits des femmes militantes pour un soi-disant femme universelle répondait davantage aux préoccupations et aux intérêts des femmes cisgenres, blanches, de classe moyenne et hétérosexuelles. La lutte pour les mouvements civiques des personnes noires était surtout soutenue par des hommes noirs hétérosexuels. Puis la lutte pour les droits des personnes LGBTQ+, a longtemps été invisibilisée, voire invalidée, a longtemps invisibilisé, voire invalidé les expériences des personnes racisées et migrantes. Mais que se passe-t-il lorsqu'on expérimente différentes formes d'oppression dans notre vie? L'approche intersectionnelle a émergé en réponse notamment donc, à ces préoccupations afin de lutter pour des identités complexes et plurielles. Loin d'être une approche cumulative, l'approche intersectionnelle cherche surtout à comprendre comment l'imbrication de plusieurs axes de structuration sociale, comme l'appartenance à un groupe ethnique ou un groupe racial minorisé, le genre, l'orientation sexuelle, la classe, le handicap, etc., s'inter-influencent et laissent place à des situations complexes d'oppression, mais aussi de privilèges dans la vie de toute personne et de toute communauté. Un autre point qui est fondamental à l'intersectionnalité, tout comme l'approche décoloniale, c'est que ce sont des approches qui sont tournées vers la pratique. En fait, ce sont des praxis, comme on dit dans le monde académique. L'intersectionnalité est une praxis parce qu'elle est une approche qui est théorique, mais qui cherche aussi à se développer en un projet à la fois socio-éducatif, formatif et scientifique. Donc, on va revenir dans quelques instants sur les façons dont ces approches peuvent se traduire dans la pratique. Mais juste avant, je vais redonner la parole à Chamindra qui va nous expliquer pourquoi il est riche et il est important, selon nous, de mettre en dialogue une approche décoloniale et une approche intersectionnelle et en fait, comment ces deux approches vont de pair. Merci Marianne. Donc, chers collègues, comme Marianne vient d'expliquer, une approche intersectionnelle, l'approche dite intersectionnelle a ses racines dans la tradition du féminisme noir de l'île de la Tortue. Et comme disait Sojourner Truth en 1851, Ain't I a Woman?
lors d'un congrès des femmes à Akron, Ohio. C'est une tradition, c'est une longue tradition de plaidoyer féministe menée par les femmes noires qui nous a laissé un héritage de savoir et de connaissances qui sont très importantes pour ce que nous faisons en tant qu'universitaires et activistes, surtout dans le secteur des droits humains. Eh ben, l'approche intersectionnelle et féministe est tout à fait essentielle si on voudrait développer une approche tout à fait décoloniale à nos engagements activistes. Ou bien si on veut développer une approche tout à fait décoloniale à nos engagements scientifiques. Donc, décolonial va main dans la main avec féministe intersectionnel. Donc, c'est de ce point-là que je souhaiterais parler dans cette section. Donc, les perspectives décoloniales, chers amis, sont souvent mal comprises, comme j'ai dit tantôt. Donc, lorsque l'emploi du mot décolonial n'est pas suivi du mot féministe intersectionnel, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on essaye de tokeniser le mot décolonial pour des objectifs institutionnels ou bien pour d'autres stratégies de contrôle. Et ça ne nous permet pas de vraiment nous engager dans un travail profondément décolonial. D'où le problème. Donc, c'est décolonial suivi d'une approche féministe intersectionnelle nous permet de remettre en question un grand nombre d'inégalités, des structures oppressives qu'il y a dans nos sociétés. Ça nous permet une approche décoloniale et féministe intersectionnelle ou une approche décoloniale inspirée d'une philosophie, d'un outlook féministe intersectionnel. Ça nous permet vraiment de se focaliser sur les peuples marginalisés en raison de leur identité de genre, les peuples marginalisés en raison de leur orientation sexuelle, en raison de leurs caractéristiques de sexe, en raison de leur ethnicité, etc., etc., etc. Donc, d'où l'importance de comprendre le travail décolonial comme un travail féministe. Si on ne les lit pas, si on ne comprend pas, si on ne prête pas suffisamment d'attention à ce lien très fort entre décolonial et féministe intersectionnel, notre travail n'est pas rendu suffisamment pointu. Donc, également, autre chose à ajouter, ce qui est très important pour toutes ces tous parmi nous, qui travaillent dans le secteur ONG, par exemple, qui travaillent dans le secteur, dans le secteur des droits humains, que ce soit chez les Nations Unies, que ce soit dans le secteur non gouvernemental, que ce soit dans le secteur local, avec nos communautés locales, dans nos contextes, dans un contexte local. Quel que soit le contexte dans lequel nous travaillons, une autre chose qui est très importante pour une approche décoloniale, une approche sincèrement, profondément, vraiment décoloniale, il existe un élément des enseignements du féminisme noir, le Black Feminist Tradition, la tradition du féminisme noir de l'île de la Tortue, qui est très important. Et ben, l'idée, c'est que le travail est un travail continu. Le travail ne s'arrête pas. Le militantisme, le plaidoyer activiste, selon les féministes, selon les afroféministes de l'île de la Tortue, il s'agit d'un travail qui continue, qui ne s'arrête pas au bout d'un certain moment ou il s'arrête pas au moment où on réussit à obtenir, à consolider un certain nombre de droits, quelque chose comme ça. C'est un travail qui continue. C'est un travail qui ne s'arrête pas. Et ben, l'approche décoloniale, si on suit
vraiment une approche décoloniale et intersectionnelle féministe dans nos plaidoyers activistes en tant que militants et militantes, surtout dans le secteur SOGIES, dans le secteur des droits LGBT, ça nous permettrait de comprendre notre plaidoyer comme un cercle d'activisme qui continue, qui a continué avant nous, qui continue durant notre présence et qui continuera après nous. Ça nous permet cette façon de comprendre, cette façon de conceptualiser notre plaidoyer activiste, ça nous permet vraiment de donner notre mieux et de faire en sorte que nous fassions tout notre mieux pour former la génération suivante qui va venir après nous pour continuer le travail que nous faisons. Donc, c'est un travail continu parce que les droits que nous avons ne sont jamais garantis. On peut dire que dans un tel ou tel pays, les droits LGBT sont mieux protégés que dans un tel ou tel pays. Alors que même dans les pays où les droits LGBT sont mieux protégés que dans d'autres, ces droits ne sont jamais à 100% garantis. Donc, les féministes noires aux États-Unis, dans la tradition féministe, noire de l'île de la Tortue, elles ont compris, c'est une réalité de la société qu'elles ont compris très tôt. Donc, cette idée de continuité du travail est un concept très important des féminismes intersectionnels et des féminismes noirs qui, quand on l'attache à une approche décoloniale, nous permet vraiment de mieux comprendre le travail qui est à nous, le travail que nous devrions, la nature du travail que nous devrions aborder. Et ben, donc, pour faire une différence pour résumer, pour faire une différence, une véritable différence dans nos activités, dans nos engagements activistes et si vous êtes universitaire, dans vos engagements universitaires, une approche décoloniale et intersectionnelle féministe nous permet vraiment de créer des espaces diversifiés et toujours garder l'œil sur l'importance d'une philosophie activiste, d'une approche activiste qui est focalisée sur l'objectif de rendre notre société plus égalitaire. Donc, et de vraiment se focaliser aussi sur les communautés marginalisées qui affrontent plusieurs formes de marginalisation systémique. Donc, d'où l'importance d'une approche décoloniale et intersectionnelle féministe ensemble. Dans d'autres mots, décolonial en lui seul, on s'est compris, le mot est compris, sans cet élément féministe intersectionnel n'est pas suffisant pour en tirer le maximum d'une approche décoloniale. Et nous passons maintenant vers la troisième partie de notre présentation et je passe la parole à Marianne. Merci beaucoup, Shamindra. Donc, je vais continuer un peu sur ce que Shamindra a déjà commencé à développer. Donc, cette question de mise en application concrète des approches qu'on tente d'intégrer dans notre travail, dans notre militance. Et je commencerai d'abord par dire qu'un des fondements centraux de ces approches, comme on l'a dit, c'est la théorie du point de vue situé, qu'on appelle aussi le standpoint theory. Et en fait, comme on l'a vu un peu au début quand on s'est présenté chacune dans le cadre de cette présentation, donc quand on tente d'appliquer ce genre d'approche à nos recherches, à notre militance, à notre pratique, il y a une nécessité de reconnaître les expériences et les biais à travers lesquels on comprend le social ou on comprend les oppressions. En fait, une recherche ou une posture qui se veut intersectionnelle et décoloniale, c'est nécessairement une posture située. Ce passage par soi pour aller vers les autres, il est essentiel pour plusieurs raisons, mais surtout, ce positionnement, il est essentiel pour nous permettre de nommer et de reconnaître nos privilèges. Un privilège, c'est quoi?
Un privilège, ça se définit d'abord et avant tout comme un avantage non acquis qu'on accorde à une personne ou à un groupe comparativement à un autre. Les privilèges peuvent avoir un lien avec l'ethnicité, l'appartenance à un groupe racial minorisé, le genre, la sexualité, la classe, le handicap, etc. En fait, on ne travaille pas pour obtenir un privilège. Nous l'avons généralement de naissance. Le privilège blanc, par exemple, confère une invisibilité confortable aux personnes blanches qui en sont d'ailleurs souvent très peu conscientes. En effet, les personnes privilégiées, notamment sur l'axe de la race, de l'ethnicité ou encore de la sexualité, vont généralement considérer que leur expérience est la norme, voire l'universel. Et c'est un peu le propre du privilège, que de ne pas avoir à le remettre en question. On pourrait donc dire que le privilège est à l'opposé de l'oppression. Ceci étant dit, avoir un ou des privilèges ne veut pas dire que nous ne sommes pas méritants de ce que nous avons ou que nous n'avons pas souffert. Une personne peut à la fois vivre des situations d'oppression et de privilèges dans sa vie. Dans les approches que nous mobilisons, les privilèges sont d'abord et avant tout ancrés dans un système. Par contre, au niveau individuel, la prise de conscience de ce privilège ou de ces privilèges est une posture de base qui est donc au fondement de ces approches. Se revendiquer d'une approche décoloniale et intersectionnelle, c'est aussi se positionner et reconnaître les situations d'oppression et de privilèges que nous occupons. Et ensuite, comme Shamindra l'a dit, il y a cette réflexion qui doit nous conduire à mettre nos privilèges au service des communautés envers lesquelles nous sommes investis. En fait, ce que j'aimerais dire ici en parlant de la mise en pratique des postures que nous vous présentons, c'est qu'elles ne sont jamais dépolitisées. Elles ne sont jamais désincarnées. Inversement, elles sont toujours réfléchies en termes de justice sociale et collective, vraiment comme Shamindra nous l'a si bien expliqué. Je l'ai abordé brièvement au début de cette présentation, mais le point de vue à partir duquel moi, Marianne Spatz, je mène mes recherches, c'est une posture de femme cisgenre qui a de nombreux privilèges, notamment en lien avec mes capacités physiques, mon appartenance à une classe moyenne, mon accès à l'éducation et ma citoyenneté. Mon positionnement m'a beaucoup amené à réfléchir aux expériences des personnes qu'on appelle de façon assez problématique les deuxième génération, donc de ces personnes qui sont nées au Canada, par exemple, ou dans un pays du Nord global, mais qui sont issues de parents qui ont émigré de différents pays du Sud global, dans mon cas, le Moyen-Orient. Mes recherches, mais surtout mes positionnements privilégiés, m'ont aussi beaucoup amené à réfléchir à l'islamophobie, à l'intériorisation de discours dévalorisants à l'endroit des minorités ethniques et religieuses, aux possibilités de se construire une identité cohérente ou plutôt authentique, malgré nos différents bagages, notamment lorsque ceux-ci sont présentés comme incompatibles ou comme en opposition. Je reconnais que nous n'avons pas tous et toutes ces mêmes possibilités et surtout que nous ne sommes pas des groupes homogènes. Ceci étant dit, si je reviens à la pratique et en m'appuyant sur les différents travaux que j'ai menés ainsi que les différentes réflexions et travaux de chercheuses et intervenantes féministes qui ont contribué au développement d'une pratique intersectionnelle et décoloniale, j'aimerais vous proposer 4 pistes d'intervention pour guider cette pratique et ces réflexions. Tout d'abord, je crois qu'on doit garder en tête que peu importe que nous soyons dans un rapport académique ou dans un rapport d'intervention sur le terrain, il doit toujours avoir ce souci d'établir un rapport égalitaire. Donc, le fait d'être conscient déjà des rapports de pouvoir qui existent entre les communautés LGBTQ+. Concrètement, cette piste renvoie au fait de trouver des façons d'amoindrir les rapports hiérarchiques qui existent entre nous, notamment si on est en position privilégiée face aux autres qui peuvent être, eux, silenciés, invisibilisés des sphères décisionnelles et des sphères représentationnelles. Qu'est-ce que ça fait d'avoir toujours en tête ce genre de posture? Ça permet d'abord et avant tout d'établir une plus grande relation de confiance au sein même de nos communautés. Ensuite, une autre piste
c'est cette idée de prendre conscience de ses préjugés. En fait, on doit réaliser qu'on est tous porteurs de jugement et d'ethnocentrisme et que cela peut nous influencer dans notre pratique et dans notre militance. L'ethnocentrisme est le fait d'ignorer les différences ou de chercher à les effacer en les intégrant à notre propre code d'interprétation personnelle. C'est le mécanisme de rendre l'autre semblable à soi, de nier les différences possibles parce que notre code, à nous, est perçu comme le meilleur, comme celui qui est souhaitable. Ça peut bien évidemment nous induire à faire des simplifications, à faire des généralisations, comme par exemple un préjugé auquel moi j'ai été confrontée très longtemps dans ma vie, et je le suis encore d'ailleurs. C'est cette idée qu'il était impossible pour moi d'être lesbienne et d'avoir des parents arabes, ou de me revendiquer moi-même d'une identité arabe. Les gens des communautés LGBTQ blanches m'ont beaucoup renvoyé cette image et ça renforçait la haine que je pouvais ressentir envers moi-même. Une autre piste de réflexion qui nous permet d'appliquer une approche intersectionnelle et décoloniale, c'est le fait de reconnaître la pluralité des expériences. Je l'ai abordé tout à l'heure quand j'ai expliqué un peu les fondements de l'intersectionnalité, mais concrètement, ça nous amène à reconnaître la multiplicité des identités personnelles et sociales. Par exemple, c'est tout simple, mais dans les faits, une personne trans n'est pas qu'une personne trans. Elle peut aussi s'identifier à un groupe ethnique minorisé ou pas, être en situation de handicap ou pas, etc. Vous me voyez venir. Bref, on est tous des êtres intersectionnels et c'est important aussi de laisser la personne concernée se définir, parler d'elle-même. Les différents systèmes d'oppression ne sont pas toujours vécus de la même façon par tous et par toutes. Et rappelons-nous que chaque personne est l'expert de son vécu. Finalement, une dernière piste que j'aimerais cibler très rapidement, qui est centrale à l'approche intersectionnelle et décoloniale, comme je l'ai dit d'emblée de jeu, c'est cette idée de prendre conscience de sa position privilégiée. J'ajouterai seulement à cet argument que prendre conscience de ses privilèges ne veut pas dire éprouver de la culpabilité face à l'autre. Cela ne ferait que mettre le focus sur la personne privilégiée. Il s'agit au contraire d'engager une conversation honnête et ouverte à propos des rapports de pouvoir qui existent déjà dans nos communautés et de trouver des façons pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité puissent conserver une posture d'autodétermination. Donc, je vais recéder la parole à Shamindra, qui peut elle aussi continuer à développer ses idées, ses réflexions sur la mise en pratique concrète d'une approche décoloniale. Merci Marianne pour cette superbe explication sur ces questions de privilèges. Eh ben, chers amis, chers collègues, eh ben, pour continuer notre discussion, les lacunes dans la compréhension de ces privilèges à soi, ça nous entrave dans notre activité, dans notre plaidoyer activiste, surtout lorsqu'on travaille dans le secteur non gouvernemental, surtout lorsqu'on travaille dans le secteur des droits de la personne. Il est très important de s'en rappeler. Dès qu'on a une meilleure compréhension, comme l'a expliqué Marianne, de ses propres privilèges, ça nous permet, pour citer Marianne, d'aller vers l'autre et de comprendre l'autre mieux, de mieux comprendre nos collègues aux communautés à qui nous avons affaire et à mieux comprendre nos communautés. Eh ben, dans la tradition maori à Aotearoa, il y a quelque chose qu'on dit souvent lorsqu'on parle d'activités dans la communauté. Put yourself at people's feet. Lorsque vous rencontrez quelqu'un à nouveau, lorsque vous avez affaire à votre communauté, à vos concitoyennes et concitoyens, put yourself at people's feet. Donc, l'idée, c'est de prenez le temps, mettez toute l'énergie qu'il faut pour bien comprendre les gens, pour faire la connaissance avec les gens. Donc, également,
ça nous renvoie à une autre idée très importante, c'est que, comme l'a dit Marianne, nous ne devrions pas se culpabiliser sur les questions de nos propres privilèges. Il faut comprendre que nous avons tel ou tel privilège et travailler à partir de cette compréhension de nos privilèges. Donc ça, c'est une stratégie tout à fait importante. C'est quelque chose que nous pouvons toutes et tous faire concrètement. Et si on travaille sur cette perspective-là, ça nous amène vers quelque chose d'autre, chers collègues, quelque chose de très important, quelque chose que disait, quelque chose que disait Frantz Fanon. Donc, Fanon, à un moment donné dans ses écrits, il dit qu'il, je le cite, il ne faut pas essayer de fixer l'homme, c'est-à-dire ici, l'homme, ça veut dire être humain, il ne faut pas essayer de fixer l'être humain parce que son destin est d'être lâché. Donc, dans d'autres mots, rien ne doit nous entraver, rien ne doit nous fixer, ni où on est né, ni les conditions sociales dans lesquelles on est né, ni les croyances qu'on nous inculque, ni les rêves de nos parents, ni rien ne doit nous fixer. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un vient d'une position moins privilégiée, tous ces éléments-là doivent pas fixer la personne. Nous devrions avoir chacun et chacune la possibilité de construire nos propres destinées personnelles et collectives. Et ben pour faire cela, il faut une approche féministe décoloniale. Sinon, ce n'est pas faisable dans un monde aussi inégal, dans un monde aussi marqué par plusieurs formes d'inégalité. Parce que pour assurer que les gens puissent se lâcher, assurer que si on respecte cette idée que le destin de l'être humain est d'être lâché, il faut faciliter l'accès au savoir, l'accès aux connaissances, l'accès à la raison critique, l'accès à une production scientifique féministe, intersectionnelle et décoloniale, et la possibilité de prendre des distances, la possibilité d'aller au-delà des discriminations et de toute forme de marginalisation. Donc, il est très important de comprendre les privilèges qu'on a, et également ça nous permet de développer des meilleurs rapports avec nos collègues, avec nos communautés, et de rendre notre travail activiste plus riche et plus utile. Et puis, autre point, il existe dans le monde universitaire une sorte de barrage qui s'est construit depuis très longtemps, qui dit que oui, l'université, les murs de l'université sont très, disons, prestigieux, et le barrage existe entre les murs de l'établissement universitaire et le secteur activiste et le secteur communautaire. Et ce barrage, c'est un problème. Il faut le démanteler. Il faut détruire ce genre de barrage. Dans les sciences sociales, dans les sciences politiques, les épistémologies que nous développons dans le secteur universitaire, les épistémologies les plus riches, les perspectives théoriques les plus riches qu'on puisse développer viennent justement des milieux activistes, les milieux de nos communautés, du dit terrain. Donc, l'université doit être un lieu qui accueille toujours chaleureusement nos communautés, qui ont une instruction universitaire ou qui ne l'ont pas, peu importe, c'est égal. L'université doit être un lieu pluriversal, comme j'ai dit tantôt, qui embrasse fort nos communautés, et travailler pour assurer qu'elles soient comme ça tombe sur nous, les gens qui militent dans le secteur non gouvernemental et qui travaillent dans le secteur universitaire. C'est un travail collaboratif qu'il faut jamais perdre de vue. Troisième point et dernier point de cette section, chers collègues, chers amis, c'est l'importance d'une approche féministe décoloniale dans la façon dont on
prend notre plaidoyer féministe dans un très grand nombre des pays du Sud, par exemple du Sud global. Il y a des mouvements féministes qui sont inspirés malheureusement des mouvements de féminisme blanc des pays occidentaux. Ce qui veut dire que ces discours féministes sont marqués par des perspectives extrêmement discriminatoires vers plusieurs minorités, des minorités de genre, par exemple. Les féministes, les approches féministes de ce genre nous permettent pas de focaliser sur les communautés marginalisées, les femmes qui subissent les marginalisations systémiques. Lorsqu'on est prête, lorsqu'on est formé dans les traditions féministes de ce genre, donc dans la plupart des pays du Sud, les militantes féministes, la plupart des fois, sont des femmes cisgenres qui viennent souvent des milieux plutôt haut placés de leur société, qui ont été formés dans des universités occidentales, etc., qui sont inspirés par ces discours de féminisme blanc. Et bien là, si on amène une approche décoloniale et intersectionnelle, féministe intersectionnelle, le mot-clé dedans, c'est le mot désapprentissage, anglais unlearning. Donc, aucun de nous vient avec toutes les connaissances qu'il faut dans ce secteur de travail ou dans un secteur de travail quelconque. Donc, nous devrons obligatoirement garder cette volonté constante de désapprentissage, de remettre en question ce qui nous a été transmis à un plus jeune âge ou dans notre parcours universitaire, et à réfléchir, à ouvrir notre esprit et à comprendre, à tenter de comprendre les discriminations, des marginalisations qui s'opèrent dans le secteur dans lequel nous travaillons. Donc, dans les mouvements féministes des pays du Sud, par exemple, si on pouvait s'inspirer des mouvements progressistes, des mouvements féministes indigènes ou du mouvement féministe noir de l'île de la Tortue, ça nous aiderait fortement à rendre notre plaidoyer féministe de nos pays du Sud beaucoup plus pointu, beaucoup plus focalisé sur les femmes et les communautés qui subissent plusieurs formes de marginalisation systémique, pour focaliser sur les femmes trans ou des femmes qui viennent des milieux défavorisés, ou bien les femmes en situation de handicap, etc., toutes ces intersections pour comprendre comment peut-on développer un plaidoyer féministe intersectionnel, vraiment intersectionnel dans les pays du Sud, et également dans le pays du Nord d'ailleurs, est très important de garder en vue cette idée de désapprentissage. Donc sur ce, nous allons vers la quatrième et dernière partie de notre présentation, et je donne la parole à Marianne. Merci beaucoup. Oui, donc on va aborder rapidement et de façon synthétique cette dernière partie que peut-être je propose qu'on pourrait aussi continuer à développer dans les questions, si vous le souhaitez. Donc, c'est cette question de, en fait, des obstacles institutionnels, des obstacles au niveau interpersonnel, à l'application de nos pratiques, de nos approches. Et Shamindra l'a quand même développé déjà en filigrane à travers la séance. Mais il existe, donc j'espère qu'on a réussi à vous partager notre passion pour ces approches-là et leur pertinence, en fait, pour nos communautés, pour nos pratiques, pour nos réflexions. Mais bien évidemment, elles ne sont pas sans écueil. Malheureusement, il y a des défis à leur application, des défis que nous rencontrons chacune dans nos champs respectifs. Dans le mien, le champ académique, je pense que je ne pourrais pas finir cet entretien, cette conversation avec vous sans nommer le fait que, bien évidemment, j'évolue comme beaucoup d'entre nous dans un système capitaliste et néolibéral. Et
donc notamment pour les personnes qui travaillent dans le milieu académique, on est vraiment immergé dans l'aspect performance, dans l'aspect performatif de notre travail et on fait face à une très grande compétition, on doit se démarquer, on doit appliquer à des concours, on doit obtenir des subventions. Donc, on est vraiment dans cette quête de développement. Et dans le secteur non gouvernemental, Chamindra l'a abordé, mais je pense qu'il y a des logiques qui se reproduisent ici. Le financement, qui est vraiment essentiel. Donc, c'est aussi un milieu qui dépend de ces bailleurs de fonds. En bref, on voit que ces processus ne sont pas égalitaires et que les personnes ou les groupes qui sont en position de pouvoir dans nos milieux ne partagent pas toujours nos postures décoloniales et intersectionnelles. Donc, le défi est vraiment entier. Comment est-ce qu'on peut faire une différence dans nos milieux et que notre présence ait un impact positif malgré le fait que les rouages de nos milieux sont ancrés dans des fondements capitalistes et centrés sur la performance et la productivité? Comment peut-on travailler à l'intérieur d'un système néolibéral, mais faire en sorte que nos expériences soient positives et puissent servir réellement aux autres et continuer de mettre de l'avant ces fameux objectifs de justice sociale? Les défis sont entiers, c'est pas une surprise. Et pour vous dire bien honnêtement, je n'ai pas encore trouvé de solution satisfaisante à ces questionnements. Et il est certain que pour moi, les ancrages et les collaborations avec les milieux associatifs sont essentiels dans ma pratique, dans ma vision aussi de l'académie. Et c'est aussi ce que Chamindra vient de proposer. Donc, par exemple, dans mon cas, penser mes recherches avec des personnes concernées, pour des personnes concernées, rester connecté le plus possible sur le terrain, me concentrer aussi sur le travail de formation, de transmission, mais aussi, bien évidemment, d'essayer d'établir des dialogues. Ça, ce sont quelques réponses qui me permettent, pour le moment, de pallier, bien que partiellement, à ces écueils que je rencontre dans mon milieu. Donc, je vais laisser Chamindra parler, elle, des obstacles auxquels elle fait face dans son milieu, dans sa pratique, dans sa militance. Et ensuite, j'aimerais beaucoup qu'on ouvre le dialogue à vos questions, à vos commentaires, à vos stratégies, à vous, à vos positionnements. Et voilà, merci beaucoup. Merci Marianne. Chers amis, comme l'a bien expliqué Marianne, nous n'avons pas toutes les solutions. C'est un secteur difficile, et que ce soit académique ou activiste. Et comment peut-on développer, garder une perspective féministe et décoloniale, féministe intersectionnelle et décoloniale dans nos activités quotidiennes. Voilà le défi. Et pour cela, il n'y a pas de magie. Il faut être stratégique d'abord. Il faut surtout comprendre qu'il existe un défi. Comme l'a bien expliqué Marianne, nous nous trouvons toutes et tous, qu'on le veuille ou pas, dans ce système tout à fait capitaliste, néolibéral, qui est marqué par son caractère son caractère bien amateur d'exploitation des énergies des êtres humains. Donc, pour y arriver, pour garder une approche féministe intersectionnelle dans un contexte, que dirais-je, hostile, que peut-on faire? Que peut-on faire sur le plan concret? Eh bien, pour partager quelques idées avec vous, nous revenons sur certains points que nous avons toutes les deux abordés plus tôt dans notre présentation. Un des points clés, c'est le concept de désapprentissage. Il faut toujours être prêt et prête à remettre en question ce que nous savons. Aller du point de vue que nous ne savons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout. Donc, toujours garder cet œil bien attentif à désapprendre, à faire du unlearning constamment dans notre travail. Ça enrichit énormément le travail activiste que nous faisons. Deuxième point,
une sorte de critique constructive, une autocritique constructive de son travail. Donc, ça se connecte également à l'idée à l'idée féministe noire de l'île de la Tortue, que notre travail est un processus continu qui ne s'arrête pas avec tel ou tel milestone. Donc, ce point de critique constructive est un autre point tout à fait important. Troisième point, c'est de comprendre comment peut-on faire une différence dans les contextes dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit dans le secteur universitaire ou dans le secteur activiste. Bien sûr que ce sont des contextes, des situations marquées par pas mal d'inégalités, mais quelle différence peut-on faire? Donc c'est là qu'il est très important qu'on dialogue surtout, qu'on garde qu'on fasse attention, qu'on assure à faire attention à garder une certaine garder un dialogue, un sens de dialogue avec nos collègues, avec les personnes qui partagent nos perspectives féministes décoloniales. Ça, c'est un point très important. Et également, le plaidoyer activiste. Lorsqu'on est activiste dans le secteur LGBT, par exemple, surtout lorsqu'on travaille dans le secteur local, notre existence peut des fois se sentir solitaire. Et puis des fois avec des problèmes de financement, des relations avec les bailleurs de fonds, etc. Ces relations peuvent des fois être difficiles. Donc c'est là que les structures internationales comme Égide peuvent jouer un rôle constructif à soutenir nos communautés, à soutenir notre famille internationale, notre famille globale, je veux dire, de collègues activistes qui travaillent dans des contextes différents et difficiles. Et garder ces liens, traverser les mers, traverser les terres et d'avoir une perspective internationaliste dans notre travail. Ça, c'est une autre stratégie. Ça nous aide, ça nous permet de garder un certain point de vue comparé ou comparatif et d'apprendre de l'un de l'autre et lorsqu'il est possible, de travailler ensemble. Donc, ces engagements collectifs nous permettent de mieux renforcer un véritable plaidoyer activiste qui est basé sur, qui est ancré sur une logique féministe et décoloniale. Et puis, comme je l'ai indiqué tantôt, le travail continue et le travail est aussi un travail collectif. Donc, on n'est jamais... cette idée de no man's an island, personne n'est une île, donc c'est un travail collectif. Il faut, même si on fait un travail seul, une activité universitaire ou une activité, un plaidoyer activiste, le travail à la fin, nos engagements sont collectifs. Donc, le fait de comprendre cette réalité et garder un œil sur une logique de désapprentissage et comme on l'a dit tantôt, cette idée de put your head at people's feet, cette préparation, cette idée d'être toujours prête et prêt à comprendre l'autre, d'aller vers l'autre. Ces points-là sont tous très importants lorsqu'il s'agit de garder une perspective féministe et décoloniale dans nos activités quotidiennes, dans nos activités de tous les jours en tant qu'activistes dans le secteur des droits humains ou bien universitaires dans le secteur des sciences sociales ou dans d'autres disciplines. Sur ce, nous pouvons passer à la session questions-réponses. Merci.
Est-ce que j'ai... Oui. Merci Marianne, merci Chamindra pour ce dialogue passionnant. Et voilà, j'ai pas pu prendre des notes, donc j'écouterai la rediffusion avec grand plaisir. Vraiment, un grand merci. On a eu beaucoup de commentaires, voilà, du même acabit de ce que je viens de vous partager. Une première question. Qui vous est posée. Comment un activisme décolonial intersectionnel pourrait être utilisé pour déconstruire les binarités de genre dominantes? Est-ce que vous voulez que je vous la repose? Est-ce que c'est OK pour vous ou je vous la repose? Non, c'est bon, Okay. Stéphanie. Donc, les binarités de genre, les binarités de genre dominantes. Tout d'abord, pour notre collègue qui a posé la question, je vous remercie chaleureusement. C'est une question très importante. Comment peut-on déployer les perspectives féministes et décoloniales pour aborder ces questions de binarité du genre qu'on rencontre tous les jours? La première stratégie, la première approche, c'est ceci. Une approche féministe décoloniale nous permet de percer ces binarités, d'aller au-delà de ces binarités. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit autour d'une approche féministe et décoloniale, ça nous permet de mieux comprendre qu'il y a des traditions différentes de par le monde, dans des contextes différents, où il y a toujours existé des approches aux questions au pluriel de genre ou des genres différentes de ce qui est considéré comme l'approche occidentale dominante de binarité des genres ou du sexe. Donc ça, c'est un premier point. Donc, une approche féministe décoloniale nous permet de comprendre cet aspect pluriversal, qu'il n'existe pas une seule définition des choses, qu'il n'existe pas un centre, donc les questions de genre sont comprises de façon très différente dans les communautés indigènes de l'île de la Tortue et dans les communautés indigènes d'Aotearoa où on parle des communautés Takataapui, et dans les îles du Pacifique on parle de plusieurs identités de genre, des vieilles traditions d'identité de genre, Fafafine, Fakafafine, Mahu, etc., et dans d'autres pays. Et pour comprendre cette diversité, une approche féministe décoloniale est tout à fait importante. Et ça se reconnecte aussi à ce qu'on s'est dit tantôt, qu'il n'existe pas une seule façon de production de savoir. Les savoirs viennent, ce qu'on appelle anglais knowledge, vient de plusieurs traditions différentes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de garder l'œil bien droit sur une approche féministe décoloniale, surtout lorsqu'on travaille sur les questions de genre, identité de genre, sur les questions féministes, sur les questions d'égalité des sexes, etc., etc. Marianne, tu aurais quelque chose à ajouter? Non, je partage tout à fait ce que tu proposes, Chamindra, mais je pense qu'il y a un défi après ça d'aller puiser dans les bonnes littératures, on est un peu pris dans cette espèce de cercle infernal parce qu'on parlait de production du savoir. Qui fait le savoir? Où le savoir est-il disponible? Donc, il y a aussi une question d'être capable de bien s'informer, d'aller chercher justement, d'avoir accès à toutes ces théorisations, à défaut d'avoir un autre mot, mais ces façons de se concevoir, ces façons de se nommer qui sortent du narratif dominant occidental. Donc, l'accès aussi à ces savoirs qui ont été altérisés, qui ont été invisibilisés dans l'histoire, c'est tout un défi. Mais effectivement, pour moi, ça va de pair. D'avoir une approche décoloniale et intersectionnelle va nécessairement nous amener à éclater la binarité des genres, va nécessairement nous amener à la réfléchir autrement parce qu'elle a été réfléchie autrement dans d'autres traditions
et d'autres espaces culturels qui ont été exclus de nos savoirs à nous. Donc, je partage absolument ce que tu proposes, Shamindra. À toi, Stéphanie. Merci. Alors, autre question. Donc, tout d'abord, la personne vous remercie pour le partage de ces pratiques concrètes. Et sa question est: le renoncement aux avantages issus de nos privilèges, obtention d'un emploi, héritage, etc., est-il aussi une potentielle application pratique d'une vision décoloniale et intersectionnelle? Question tout à fait intéressante. Je vous remercie infiniment pour cette question. Marianne, tu voudrais commencer avec la réponse? Oui, je pourrais commencer. En fait, je trouve que c'est difficile de répondre à ces questions-là. Je pense qu'il n'y a pas de politique de bien faire. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans ça, mais c'est sûr que les réflexions qui nous amènent à diriger nos actions, donc être cohérent par rapport aussi à la prise de conscience de ces privilèges. Hein. Comment est-ce que, comme Shamindra l'a si bien dit, le put your head, je m'excuse Shamindra, je ne veux pas comme mal paraphraser ce que tu as dit, mais c'était tellement parfait, put your head to the feet people. Donc, d'être vraiment dans l'humilité, puis de vraiment réfléchir à comment est-ce que mes privilèges peuvent venir servir aux collectivités, aux personnes qui sont multimarginalisées. Comment est-ce qu'on vient briser donc ce cycle de reproduction d'inégalité? C'est une question qui est vraiment complexe et je me pose moi-même ces questions-là. Je suis moi-même en quête d'un poste de professeur au sein des universités et puis je me pose toujours ces questions. Est-ce que je devrais renoncer à cette position justement de pouvoir et la laisser à des personnes qui ont été beaucoup plus invisibilisées que moi, beaucoup plus silenciées que moi au sein de l'académie. En même temps, je pense que je pense qu'il faut aussi réfléchir. Je sais aussi que personnellement, moi, ma présence au sein de l'académie est parfois un acte en soi de militance, étant ouvertement queer, ouvertement d'origine libanaise. Mais je trouve que c'est une question qui est très complexe et qui mérite enfin à chacun de réfléchir ses privilèges selon ses conditions aussi socio-économiques, selon son passé. Mais je pense que Shamindra et moi, on n'est pas là pour dire voici ce qu'il faut faire. Je pense que ce sont des réflexions qu'on veut amener avec tous et chacun pour diriger un peu nos actions. Merci Marianne pour ta réponse. Pour ajouter juste un point à ce que disait Marianne, l'idée de renoncer aux avantages issus de nos privilèges, ce qui est tout à fait de façon très proche lié avec cette idée de renoncer, c'est l'idée de comprendre nos privilèges. Donc, si on comprend bien quels sont nos privilèges, et si on obtient une opportunité que l'on obtient très largement en raison de nos privilèges. Et si notre travail, si notre philosophie, si notre approche est basée sur une approche féministe décoloniale, renoncement, ça veut dire surtout l'idée de renoncement va main dans la main avec l'idée d'étendre d'étendre la taille de la longueur de la table. C'est-à-dire, donc, si vous avez un poste ou une position, un rôle derrière lequel, les raisons derrière lesquelles vous avez obtenu ce rôle, à voir avec les raisons ont à voir beaucoup avec vos privilèges, quels que soient ces privilèges-là. Ça vous met dans une position une position stratégique tout à fait utile, où vous pouvez utiliser votre poste, votre position, vos pouvoirs, votre influence pour justement faire le nécessaire, prendre des mesures concrètes et sincères
pour étendre la taille la longueur de la table. Donc, pour assurer qu'il y ait plus d'opportunités, pour assurer que les communautés marginalisées qui subissent de la marginalisation sont représentées, pour faire tout ce que vous pouvez faire pour faire une différence, pour assurer un meilleur sens d'égalité et de partage dans votre secteur de travail. Donc, plus que renoncement, c'est l'idée d'étendre la longueur de la table, je dirais. Et merci encore pour cette question. Stéphanie? Merci à vous deux. Alors, autre question. Quelle tension voyez-vous entre la culture LGBTIQ+ mondialisée, qui donne d'autres identités mais les normalise aussi selon des codes néolibéraux, avec à l'opposé des cultures locales et autochtones qui offrent des modèles plus traditionnels mais peut-être plus limités? Est-ce que tu veux bien répéter la question, s'il te plaît, Stéphanie? Avec grand plaisir. Quelle tension voyez-vous entre la culture LGBTIQ+ mondialisée, qui donne d'autres identités, mais qui les normalise aussi selon des codes néolibéraux, avec à l'opposé des cultures locales et autochtones, qui offrent des modèles plus traditionnels, mais peut-être plus limités? Je pourrais peut-être tenter, Chamindra, une première réponse ici, si tu permets. Ben, la première tension, déjà, c'est la dominance, l'hégémonie des fameuses identités dans le contexte occidental, des identifications LGBT dans le contexte occidental. Est-ce qu'il y a vraiment place pour les identités qu'on appelle ici autochtones et autres? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'on commence tranquillement à en parler plus. On commence à visibiliser davantage l'existence de différentes formes d'identification. Mais pour moi, la principale tension, elle est dans le fait qu'elles sont écrasées, elles sont invisibles et souvent, elles sont aussi vues comme moins bonnes, qu'elles sont vues comme moins... en fait, qu'elles sont... elles n'ont pas la même légitimité, elles ont pas donc, c'est la principale tension, en fait, que je peux nommer pour le moment qui ressort. Oui, pour ajouter à ce que vient de dire Marianne, les tensions entre ce qu'on appelle, merci encore pour cette question, pour la personne qui a posé cette question. Lorsqu'on dit la culture LGBTQI mondialisée, ce qu'on entend en fait, ce qui est derrière, la connotation derrière, c'est une sorte de culture, une compréhension des droits LGBTQI en provenance de l'Occident. Et là, par exemple, pour vous donner un exemple tout à fait concret de ces tensions, parlons de l'île de la Tortue, le Canada, où nous nous trouvons, Marianne et moi. Il y a quelques années, j'ai assisté à une fête de prix Fierté dans une certaine ville francophone du Canada. C'était le Canada Pride, donc c'était le gouvernement fédéral du Canada était impliqué. Il y avait beaucoup de groupes autochtones, les groupes composés des personnes racisées, qui n'étaient pas très confortables, qui ne se trouvaient pas très confortables à assister à certaines parties des événements, des festivités de fierté. Et elles avaient des raisons tout à fait concrètes. Pourquoi raisons concrètes pour se sentir comme ça. Donc voilà les tensions qu'il y a entre ces perspectives LGBTQI mondialisées selon la formule de la question. Derrière ce mot droit LGBTQI mondialisé, ce que je vois aussi, c'est l'idée de la commercialisation, parce que c'est un grand business en fait. Ce qu'on appelle pride en anglais ou fierté en français. Sont des affaires, sont des intérêts commerciaux qu'il y a dedans. Et aussi, on a tendance à
répéter ou d'imiter certaines structures de pouvoir qu'il y a dans le monde cis-hétéronormatif dans le cadre de ces engagements LGBT, pour les droits LGBTQI. Dans ce secteur-là. Donc là, il y a une véritable tension entre les communautés locales, les communautés autochtones. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Dialogue et engagement et du militantisme là où il faut. Pour trouver la bonne longueur d'onde. Là où il faut être diplomatique, il le faut. Là où il faut être peu diplomatique, il le faut. Là où il faut monter une manifestation ou d'organiser une action pour zoomer sur un certain nombre de points, il le faut. Et toujours aussi garder cette idée cette idée que nous sommes surtout, avant d'être professionnels dans le secteur non gouvernemental ou avant d'être professionnels dans le secteur universitaire ou avant d'être personnages politiques ou personnages diplomatiques, nous sommes des personnes qui sont dévouées à un certain plaidoyer activiste pour rendre meilleures nos communautés pour assurer qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice, pour assurer qu'il y ait un meilleur sens de justice dans nos communautés. Donc, si on garde cette approche féministe décoloniale, ça nous permet de réfléchir sur certaines stratégies qu'on puisse entreprendre pour contrôler ou pour traiter ces tensions de façon plutôt positive et d'aller au-delà de ces structures de pouvoir, des structures de contrôle et de ces tendances constantes à la commercialisation et d'aller au-delà de ces choses-là et à rendre les engagements LGBTQI mondiaux beaucoup plus ancrés dans nos contextes locaux, beaucoup plus ancrés dans les discours et des idées, des sagesses qui proviennent des communautés autochtones, par exemple. Merci beaucoup, Chamindra, c'est tellement complet. J'aimerais juste rajouter à cette idée-là, pour moi, la principale tension à ma connaissance, puis dans les recherches que j'ai menées, puis un peu mon expérience aussi en tant que personne issue d'immigration, bien sûr, à Montréal, c'est surtout cette idée que ces identifications, ces identités non occidentales, autochtones ou demeurent invisibles. Elles sont encore invisibles et de par notamment la prédominance de la mondialisation, en fait, l'hégémonie des identifications LGBTQI internationales, comme on appelle, ou je m'excuse, je n'ai pas exactement le phrasé, mais comment vous l'avez phrasé. Et je pense qu'ici, une des réponses, ça serait en fait l'importance justement de se focaliser sur les réseaux associatifs, sur le tissu associatif, le tissu militant de ces personnes justement autres, altérisées, donc de toutes ces fameuses identifications non occidentales des sexualités et des genres. Donc, de vraiment pouvoir aussi la mise en dialogue de ces réseaux-là, les échanges pour amplifier la voix justement et rendre visible déjà la voix et les façons d'exister et de s'identifier de ces personnes et de ces communautés. Et donc aussi, ici, il y a l'idée, justement, si on y revient, à l'idée de renoncer à certains de ces privilèges pour pouvoir se concentrer sur les tissus associatifs, sur les réseaux associatifs de ces communautés qui demeurent invisibles, à mon sens. Alors, je vais avoir le mauvais rôle aujourd'hui. Il nous reste 2 minutes. Sachez qu'on a beaucoup de questions encore, on a beaucoup de commentaires encore. Alors, on va trouver une solution pour vous les faire passer très certainement et pour que vous puissiez y répondre. Peut-être même envisager, soyons créatifs, d'autres moments de rencontre au long cours, puisque comme tu l'as dit, Chamindra, tout à l'heure, ça ne s'arrête jamais. Donc, eh bien, continuons ensemble et on verra comment on pourra mettre ça en pratique. Et comme il vous reste 1 minute pour conclure. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous à 18h pour les 2 autres tables rondes. Mais vraiment, je vous laisse le mot de la fin à toutes les 2.
Merci Stéphanie et merci à tous nos amis au Féminin Neutre qui nous ont rejoints, qui ont assisté à notre événement et merci également à Égide, à l'Université de Genève et à la ville de Genève pour cette conférence internationale qui est tout à fait un événement très important dans le secteur de plaidoyer activiste francophone sur les droits SOJS. Et puis, ce fut un grand plaisir. Marianne. Je partage exactement les remerciements de Shamindra. Je tiens à la remercier aussi personnellement de m'avoir accueilli, d'avoir pu réfléchir avec elle dans les derniers jours de façon plus intensive sur ces questions. Un grand, grand merci à Égide aussi de nous avoir invités et à toutes les personnes qui ont participé. Merci beaucoup, vraiment. Merci. À très bientôt. Et donc, rendez-vous à 18 h sur notre plateforme pour les 2 autres tables rondes qui seront tout aussi passionnantes. Merci et à très bientôt.